une double casquette. Alors, je présente de suite Monsieur Dalto, que je connais un tout petit peu, puisqu'il est étudiant à l'université Jean Jaurès, en Master 2 Recherche en Histoire de l'Art, sous la direction de Madame Sophie Duhem. Il travaille sur les pédoyas, leur production artistique, et aujourd'hui, donc, il va intervenir sur renouveler la recherche sur les peintures murales réalisées par les frères Pédoya à travers l'étude de leur réseau de sociabilité. Je vous donne la parole aussi vite. Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Sylvie de Cotigny et Roland Chabert qui m'ont invité à participer à ce colloque pour proposer des peintures monumentales différentes. En effet, les interventions précédentes concernaient essentiellement des peintures empruntées au Moyen-Âge et elles utilisaient des approches qui étaient essentiellement matérielles liées à la conservation, la restauration et la médiation et le devenir de ces peintures. Mon propos dans cette intervention se situe en amont et il porte sur l'étude de la peinture murale, la pertinence et l'efficacité des études mises en place, l'apport des ressources numériques et leur utilisation par un jeune chercheur. Elle concerne un corpus bien connu, mais plus tardif, celui des peintures murales du XIXe siècle, et en contexte religieux, celle des Italiens. J'ai découvert la production des Italiens à travers le projet Banditi, initié par Sophie Duhem, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente à cause du Covid. Et le projet cherche à documenter les œuvres des artisans itinérants italiens venus décorer les églises du Midi au XIXe siècle. Et cela concerne aussi la conservation, la diffusion et la valorisation de cette production artistique. Le projet mobilise les étudiants à partir de la L3. Ils effectuent un travail de recensement, de collecte de données biographiques, archivistiques et des interventions sur le terrain. Le projet a donné lieu à plusieurs masters depuis 2015 avec des approches méthodologiques différentes. Par exemple, Camille David a fait un recensement des décors réalisés par les Ceroni. Mariana Burasovic a abordé l'aspect technique de la production artistique des Pédoya, soutenue en septembre. Et pour ma part, je me concentre sur leur réseau de sociabilité. Les Pédoya sont une famille originaire de Coasso Alpiano, en Lombardie. Et à cette époque, la région fournit surtout des muratori, des maçons. François, l'aîné, qui a peut-être suivi une formation artistique, arrive en France, dans le Midi toulousain, dans les années 1820. Il s'installe à Pamiers en 1822. Il est ensuite suivi par ses deux frères, Jean-Antoine et Fortunato Napoleone, qui décèdent suite à une chute d'échafaudage en 1846 lors des travaux de restauration de l'église de Puy-d'Arieux. Et leur neveu Ricardo les rejoint en 1840. Il réalise des peintures de chevalets, des œuvres en stuc et des peintures murales avec des voûtes, en particulier les voûtes sur les fonds bleus typiques inspirés de la cathédrale d'Albi. L'exemple du chevet de Montgeard montre très bien l'étendue de leur talent. Et en utilisant ce fond de carte en haute résolution, j'ai effectué un premier recensement au début, mais en fait, il s'est vite révélé inadéquat, car en l'espace de 50 ans, ce sont plus d'une centaine d'édifices religieux, et principalement en zone rurale, qui ont été décorés. Dans toute la région Occitanie, ça va de Tarbes, il y en a dans l'Aude, il y en a beaucoup en Ariège, et ça va dans le Tarn-et-Garonne jusqu'à Moissac. Il y a peut-être Lectoure aussi. C'est remarquable car les moyens de communication d'alors étaient moins performants et cela suppose la constitution d'un vaste réseau de sociabilité. Pour l'instant, mon corpus comporte une vingtaine d'édifices qui se situent entre la Haute-Garonne et l'Ariège. Et ils ont été visités, photographiés et traités. J'en ai encore beaucoup d'autres en attente. Ensuite, outre les archives publiques, j'ai eu la chance de pouvoir consulter les archives déposées par les héritiers de la famille Pédoya aux archives départementales de l'Ariège. Et ce fonds a d'ailleurs été étudié de manière plus approfondie par Mariana Burasovic. Et avec Sophie Duhem, nous consultons aussi de nombreux autres documents en possession de Josette Chimery, la petite fille de Jean-Antoine. Et elle a l'amabilité de les partager régulièrement avec nous, 1 à 2 fois par mois. Et notre travail veut considérer la richesse que présente ce corpus, même imparfait, avec une approche scientifique globale libérée des appréciations esthétiques. L'œuvre des Pédoya a d'abord été étudiée par l'abbé Dumail, dans un article à la Revue des Comminges en 1997, ensuite par Solange Grandjean dans un mémoire de maîtrise en 2001,
mais il s'agissait surtout d'une approche iconographique. Et pour ce colloque, je voudrais présenter de nouveaux outils méthodologiques qui permettent une meilleure exploitation des bases de données qui se multiplient afin d'aider les chercheurs. Donc, je vais aborder dans une première partie le recueil des données, dans une deuxième partie leur traitement et ensuite leur exploitation dans une troisième partie. Alors tout d'abord, comme les intervenants de jeudi qui l'ont fait dans le Lot, mais moi aussi je dois organiser des déplacements. Alors suite au recensement que je fais, j'essaie de regrouper les églises pour en faire plusieurs en même temps. Il y en a beaucoup dans le Comminges, donc là c'est assez facile. Mais ensuite, par exemple, dans le Nord toulousain, il y en a beaucoup moins. Mais en fait, lors de mes déplacements, je m'arrête un peu partout. Et par exemple, à Grenade, j'ai trouvé une chapelle avec un fond qui ressemble beaucoup à ceux de Fronton. Donc je dis, il y a peut-être quelque chose. Bouloc, et j'ai trouvé aussi quelque chose. Et aussi Saint-Sauveur, il me reste à voir, et Noé qui étaient au-dessus. Donc on en trouve beaucoup, il en reste encore beaucoup à découvrir et dont on n'est pas sûr. Alors il y a des difficultés, bien sûr, parce que c'est chronophage, ça va prendre beaucoup de temps de se déplacer, surtout quand c'est à l'échelle de la région qui est assez grande. Ensuite, la plupart des églises sont fermées et donc c'est la demande de s'organiser en amont. Alors je contacte les mairies qui me disent qui c'est qui a les clés et tout, et au moins ça permet de faire des bonnes rencontres. Par exemple, sur la photo ici, alors aussi il y a des soucis. Là, on m'avait donné les clés de l'église de Sierre de Rivière, mais sauf que je suis arrivé devant et j'étais un peu coincé, je suis pas arrivé à l'ouvrir. Donc j'ai dû revoir le conseiller municipal qui est venu m'ouvrir, parce que c'est pas évident non plus. Et les conseillers municipaux, en général, sont contents de nous montrer leurs édifices. Ou par exemple, à l'Estelle Saint-Martory, le maire où l'a envoyé la secrétaire, et finalement, c'est lui qui est venu, parce que ça leur permet toujours de mettre en avant leurs travaux. Ils me disent, on a fait le toit pour telle somme. Et des fois, il y en a beaucoup aussi qui nous demandent, ils savent pas quoi faire encore de ces édifices, donc ils ont la charge, mais ils ne trouvent pas beaucoup d'utilité. Ensuite, il y a le rôle des associations, comme je pense à Patrimoine en Couserans, présidé par Nicole Ladjet, qui est ici, ou les amis de l'église de Prades, qui nous soumettent leurs découvertes et surtout qui font beaucoup d'efforts pour essayer de préserver le patrimoine de leurs églises. C'est comme les particuliers aussi qui en charge qui à chaque fois leurs églises, comme l'a dit M. Davy, ils s'approprient vraiment ces lieux et au sortir de la messe, quand on les interroge, chaque fois ils ont vraiment un sentiment d'appartenance et ils sont contents de leur édifice. Ensuite, les autres difficultés, c'est lorsqu'on a affaire à des décors disparus, comme lorsque je suis arrivé à l'église de Saint-Marcé où il n'y avait plus rien, ou lorsqu'ils sont fortement dégradés, et il y en a beaucoup qui sont à l'abandon et qui vont disparaître. Donc, alors j'utilise des bases de données de temps en temps pour faire des visites virtuelles, pour essayer de retrouver les décors d'origine. Pour les archives, heureusement, il y a une partie qui sont numérisées, donc je m'occupe des archives départementales. Ensuite, il y a les archives diocésaines, les communales et les privées que j'ai abordées, c'est le P2A. Pour les archives départementales, c'est surtout les conseils de délibération, les 1D, les dossiers d'administration, la 2O, et les conseils les fabriques, les 5V. Et donc, j'essaie de joindre les édifices que j'ai visités avec un dépouillage systématique de ces registres et qui prennent beaucoup de temps. J'ai fait Rieux, Merville, Fronton, mais il en reste encore beaucoup. Une fois que l'on a ces données, c'est bien, mais il faut les traiter. Et donc, j'ai organisé 2 bases de données. Tout d'abord, une base de données relationnelle que j'ai fait avec Excel. J'essaie de rentrer toutes les informations que je trouve et retranscrire les documents d'archives tels quels. Et après plusieurs tâtonnements, je suis arrivé à définir ces champs. Donc, le lieu d'édifice, la date des travaux, la nature des travaux, le prix, l'auteur, la profession, la provenance et les remarques et la source où est-ce que j'ai trouvé l'information. En ce moment, j'ai dépassé le millier d'entrées. Donc, ça me permet d'établir des relations, déjà de me renseigner sur l'histoire et ensuite d'utiliser les outils d'Excel pour, comme les frises chronologiques, pour remettre en ordre les liasses qui sont souvent en vrac, et donc ça permet de les remettre dans l'ordre.
et ensuite de rechercher des personnages en particulier, ou sinon de faire des classements par profession pour rétablir le processus de commande artistique avec les curés, les fabriques qui sont l'origine de la commande, l'architecte qui organise, qui pense tout ça, et les Italiens qui sont en bout de chaîne et qui organisent tous ces travaux. Donc ça me permet de faire un panel, d'obtenir tous les architectes qui ont travaillé, tous les peintres, toutes les professions que j'ai. Ensuite, j'ai établi aussi une base de données iconographique avec Tropi, qui est créée par les créateurs de Zotero. Et elle est pratique car en ce moment je suis à 8500 entrées et elle permet de travailler avec des mots-clés. C'est particulièrement utile pour moi, ça me permet avec un code couleur d'avoir plusieurs mots-clés et qui peuvent toucher les techniques, par exemple ce qui est en blanc ou le violet qui représente tous les thèmes que je trouve. Et donc, quand je cherche un motif iconographique, c'est pratique. Ou sinon, une ville, un édifice. Donc, ça s'agrandit, donc ça devient intéressant. Et par exemple, lorsque je prends une image, je sais où est-ce que je l'ai obtenue, qu'est-ce qu'elle représente, les techniques ou l'endroit où elle se trouve. Donc l'intérêt, établir des bases de données, c'est bien, mais les exploiter, c'est mieux. Donc pour les exploiter, j'utilise l'analyse des réseaux sociaux, qui est une approche issue de la sociologie, où on recode les informations à partir d'une base de données relationnelle. Je recode tout ça dans un tableau des nœuds, où on établit les labels, les personnifications et des liens on peut quantifier les relations, on peut mettre une date. Et j'ai utilisé le fond du procès Pédoya qui opposait Jean-Antoine à la fabrique de Rieux pour des travaux qu'il avait effectués en 1836 et 1839, mais auxquels il n'avait pas été payé. Et donc ça a duré très longtemps, jusqu'en 1862. Et à partir de là, j'ai pu réaliser, il y avait j'ai 347 photos, mais alors ça va faire 150 documents. Et j'ai pu en tirer 83 relations. Et le logiciel, une fois qu'on le rentre, m'a dit qu'il y avait 25 nœuds et 39 liens. Une fois que moi j'ai utilisé Gephi, qui est gratuit et qui est pratique, et donc à partir de ça, on peut obtenir une représentation graphique où on peut jouer sur les curseurs pour avoir plusieurs informations sur les densités, l'homogénéité. On peut retravailler ces graphiques, par exemple en jouant sur la densité pour voir les relations privilégiées, comme sur la gauche, et à la fin, j'ai établi une autre spatialisation pour mettre en avant vraiment les relations. Et ici, c'est assez significatif de l'évolution des relations entre les artisans itinérants et leurs commanditaires. On voit que la bascule se passe dans les années 1850. Au début, il a une relation privilégiée avec le curé Payès ou avec l'abbé d'Aldiguier, après qui reprend à sa mort le truc, et un peu avec la fabrique. Mais on voit que quand c'est le conseil municipal et la mairie de Rieux qui s'occupent de ses affaires et tout ça, eh bien, ce sera son avoué, Monsieur Maladet, qui traitera ses affaires, et lui, il aura très peu de relations avec la mairie et la fabrique. Ensuite, un autre problème auquel est confronté le chercheur pour les peintures du XIXe siècle, c'est que beaucoup ne sont pas datées. Beaucoup d'œuvres sont anonymes. Et donc, à partir de quelques tableaux qui sont signés, par exemple, j'ai celui de Saint-Pierre-aux-Liens à Aurignac, qui est signé Pédoya 1857, ou celui de la chapelle de l'EHPAD à Saint-Giron, j'essaie de ressortir des détails, comme par exemple les mains, qui sont assez significatifs qui sont une signature de l'artiste. Et à partir de là, dans ma base de données iconographique, j'essaie de rétablir des rapprochements. J'ai aussi une autre scène à Fronton, donc avec beaucoup de données. Après, on peut arriver à établir
les relations. Et après, sur les peintures anonymes, il faudra peut-être essayer de proposer des attributions avec le temps. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent être, détails qui peuvent être significatifs, comme les doigts de pied ou les visages, que je vais utiliser aussi. Par ailleurs, donc, tout cela me pose la question de sous l'appellation Pédoya, on voit qu'il y a vraiment des peintures de différentes factures. On voit vraiment que c'est très différent. Alors j'ai pris la figure de Saint-Jean et j'ai retraté toutes les occurrences que j'avais. Et on voit bien qu'entre l'église Saint-André-aux-Lermes ou celle de Riom, ou par exemple à Merville ou à Sierre-de-Rivière, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes représentations, même si là on peut voir des rapprochements des modèles, comme entre Aurignac et Palamini, qui a été restauré, entre guillemets. Et donc, on peut repérer des continuités. Et celui-là, ce modèle est intéressant parce que je l'ai retrouvé dans le fonds qui a été légué par les Pédoya dans les archives à Foix. Et donc, on voit bien qu'ils ont quand même une certaine maîtrise technique sur papier, mais qu'après ensuite, forcément, c'est beaucoup plus dur à retransmettre sur leur plateforme. Donc, en conclusion, je vais dire que toutes ces données qui s'accumulent, c'est un processus très chronophage, et donc il en faut beaucoup pour que ça soit pertinent. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aborder des nouvelles problématiques et des nouvelles approches. Et surtout, permet de garder une trace, la conservation de ces œuvres, car se pose le problème de la préservation, car quand on découvre des peintures médiévales en général sous ces œuvres, les institutions patrimoniales favorisent les peintures antérieures en général. Donc voilà, je vous remercie.